Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Attaque terroriste à l'arme à feu dans le Parlement canadien. Un soldat a trouvé la mort. Le chef de la sécurité du bâtiment est devenu un héros après avoir abattu le tireur. Le même jour, à Jérusalem, un terroriste arabe à bord d'une voiture fonce sur des piétons dans une station de tramway et tue un bébé de 3 mois. Un médecin rentré d'Afrique est contaminé par le virus Ebola à New York. Il s'agit du premier cas d'infection dans la plus grande ville américaine. Un peu plus d'un mois après avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire sur sa petite amie, Oscar Pistorius a été condamné à 5 ans de prison ferme. Bonjour Ali Barnavi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France, vous êtes historien, très connu en Europe pour votre travail d'historien. Si vous le voulez bien, vous allez nous aider à traiter l'actualité de cette semaine. Parmi les titres de l'actualité, il y a un article du journal Haaretz qui a retenu notre attention. Je vais le citer. L'Union européenne veut adresser un message clair à Israël pour empêcher que des lignes rouges ne soient franchies et mettent en péril la création d'un futur État palestinien. Bon, ces lignes rouges, c'est quoi? C'est-à-dire les constructions israéliennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Elie, vous qui avez été diplomate en Europe, vous qui avez été ancien ambassadeur d'Israël, si aujourd'hui vous êtes en poste à Paris, vous apprenez que l'Union européenne va fixer des lignes rouges à Israël, comment est-ce que vous prévenez Jérusalem? J'aurais prévenu Jérusalem. Le problème, ce n'est pas un problème de diplomatie, c'est un problème de politique internationale et pour une fois de politique sérieuse. C'est-à-dire ces lignes rouges européennes n'ont rien de véritablement nouveau. Cela fait longtemps que nous les connaissons. Ce qui se passe, et ça je le sais pour en parler souvent avec des responsables européens, parfois de rang intéressant. Ce dont ils ont peur maintenant, c'est que effectivement, s'il ne faut rien, il n'y aura plus où bâtir un État palestinien. Mais c'est ça le problème. C'est utile au processus de paix? Alors, ça est utile. De toute façon, le processus de paix n'existe plus. C'est une fiction. C'est-à-dire, ce que les Européens disent, et je ne suis pas en train de prendre position personnellement, je vous dis ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent si un certain nombre de choses sont faites dans les territoires occupés, que vous appelez disputés, à ce moment-là, même si on veut créer un État palestinien, on n'aura plus où. Et donc, nous connaissons ces points, c'est la zone qu'on appelle E1, vous savez, c'est tous ces endroits qui couperaient, sectionnerait le territoire en deux et qui empêcherait d'avoir une continuité territoriale. Ils disent voilà ce que nous attendons de vous, que vous ne fassiez pas. Et si vous faites ça, il y aura des conséquences désagréables. Parlons des mesures en elles-mêmes, peut-être des sanctions que l'Union européenne pourrait prendre contre Israël si Israël franchit ces lignes rouges. En prenant ce genre de mesures que même les États-Unis n'ont pas pris, est-ce que l'Union européenne ne se décrédibilise pas au Moyen-Orient? Parce que d'une part, ces lignes rouges, ça va être très difficile de les appliquer. Ça va être très difficile de dire, voilà, vous avez franchi des lignes rouges, il va y avoir des sanctions derrière. Ça va être très difficile à mettre dans les faits. Et d'autre part, les États-Unis ne prennent pas ces mesures. Est-ce que l'Union européenne ne va pas se décrédibiliser auprès d'Israël et au Moyen-Orient? Plus décrédibilisée qu'elle l'est, c'est très difficile. N'oubliez pas que l'Europe est largement une fiction internationale. L'Europe en tant que puissance qu'acteur international n'existe pratiquement pas. Et au Proche-Orient, encore moins qu'ailleurs. L'Europe n'existe comme unité et comme voie puissante que dans un seul domaine, c'est l'OMC. C'est l'Organisation mondiale du commerce, parce que c'est le seul domaine où elle parle effectivement d'une seule voix. Alors, des États européens, une certaine aura historique, sont des puissances moyennes qui comptent tout de même la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, mais en tant qu'entité, très peu. Or, l'Europe est en train de s'affirmer, et ce n'est pas tout à fait par hasard si ça se passe ici, est en train d'essayer de s'affirmer comme entité internationale au Proche-Orient. Et je pense qu'il peut avoir des dents. Si elle décide de mordre, ça peut faire mal. Très bien, Lia. Alors, elle est restée avec nous. On va rester dans la région, mais cette fois pour parler de l'organisation État islamique. Depuis que Daesh fait la une, c'est la frontière entre la Syrie et la Turquie qui monopolise l'attention de tout le monde. Et c'est de là-bas que revient Paula Slayer. Paula, bonjour. Quelles sont vos impressions à la frontière entre la Syrie et la Turquie ?
Eh bien, comme vous pouvez le voir, la bataille pour Kobané continue derrière moi. Vous voyez derrière moi une autre attaque aérienne américaine. On en a vu presque toutes les quelques minutes depuis une demi-heure. D'après ce que nous savons, les djihadistes de l'État islamique contrôlent environ 20% de la ville et la plupart des combats sont concentrés à présent à l'est de Kobané. Et selon les combattants syriens kurdes à qui j'ai parlé, ces raids aériens sont très utiles. Ils disent qu'ils réussissent grâce à ces raids à repousser les djihadistes et nous pouvons entendre en ce moment des avions qui arrivent, donc nous nous attendons à de nouvelles attaques dans les moments qui viennent. La situation à la frontière est telle que j'ai l'armée turque sur ma droite et sur ma gauche. Les soldats nous interdisent de nous rapprocher pour notre propre sécurité. Ils disent que nous devons rester ici et ne pas nous approcher. Voilà, les Turcs sont assez hésitants à l'idée de venir en aide aux Kurdes. Est-ce que cela se ressent sur le terrain ? C'est en tout cas l'impression que nous avons ici lorsque l'on parle aux combattants syriens kurdes qui sont à l'intérieur de la Turquie. Ils ont traversé la frontière parce qu'ils ont été blessés et ils veulent recevoir un traitement médical, mais ils m'ont dit que s'ils se font repérer par l'armée turque, ils seront arrêtés. Alors ils se faufilent discrètement en prétendant être des civils et à présent ils essayent de revenir à Kobané. Ils disent avoir des preuves que l'armée turque aide les djihadistes de l'État islamique. Selon eux, la raison pour laquelle les journalistes n'ont pas l'autorisation de s'approcher de Kobané derrière moi est tout simplement parce que l'armée turque ne veut pas que l'on voie cette aide. Et qu'est-ce que les gens sur place pensent des opérations menées contre l'organisation État islamique ? Ici en Turquie, vous avez environ 220 000 réfugiés de Kobané qui ont fui de l'autre côté de la frontière. Il y a aussi 1,8 million de réfugiés syriens à l'intérieur de la Turquie. On voit beaucoup de camps de réfugiés ici et ils ont peur que l'État islamique va avancer encore. Ils sont certes en train d'être repoussés à Kobané, mais Kobané est très importante parce que si les djihadistes arrivent à prendre le contrôle de cette ville, ils auront alors le contrôle d'un territoire qui s'étend depuis Alep. Comme l'un des réfugiés me l'a dit, si Kobané tombe, alors le monde tombe. Le sentiment sur le terrain est vraiment que l'organisation État islamique reste puissante et que c'est un combat qui pourrait durer des mois ou même des années. Merci beaucoup à vous, Paula, d'avoir été avec nous. Merci. Élie, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, on a appris cette semaine que la France avait mené son 7e raid contre l'État islamique. On sait qu'au plus fort des opérations, il y a une vingtaine de raids par jour contre l'organisation État islamique. À titre de comparaison, même si la situation est très différente, Tsahal, cet été, effectué une centaine de raids par jour contre les cibles du Hamas. Une centaine dans la bande de Gaza sur le Hamas, une vingtaine par jour contre une organisation qui se bat contre une coalition internationale. Quand on voit cette différence d'intensité, est-ce qu'il n'y a pas de quoi penser que finalement le monde n'a pas tant que ça envie, et la Turquie encore moins, de se débarrasser de l'État islamique ? Alors, la Turquie et l'Occident, ce sont deux choses différentes. D'abord une observation, vous avez raison, on ne gagne pas de guerre avec des forces aériennes seulement. Les forces aériennes, vous pouvez modifier les positions ennemies, vous pouvez préparer le terrain, vous pouvez faire beaucoup de dégâts, mais vous ne pouvez pas gagner. Si vous ne tenez pas le territoire, rien ne va se passer. C'est pour ça que l'idée des Américains de pouvoir faire cette campagne uniquement avec des bombes, une campagne aérienne seulement, sans mettre des bottes au sol, comme ils disent, boots on ground, est une illusion. Soit eux le feront, soit il faut laisser d'autres le faire. Et c'est là qu'intervient la Turquie. La Turquie n'a pas envie de s'impliquer pour une raison très simple. Les Turcs qui se battent là-bas, à Kobani, sont des Turcs syriens. Et les Turcs syriens sont organisés par un parti local qui est affilié au PKK, donc des Turcs du PKK. Avec les problèmes que l'on connaît évidemment sur la scène politique mouvement turque. Considéré comme mouvement terroriste par les Turcs comme d'ailleurs par la communauté internationale. Et la dernière chose que les Turcs veulent, c'est que ces gens-là gagnent en Syrie, où il y aurait une autonomie syrienne qui contaminerait en quelque sorte le propre Kurde. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent, c'est pour ça qu'ils sont là, armes aux pieds, comme les soviétiques autrefois, sur le bord de la Vistule, regardaient Varsovie écrasée par les nazis. C'est exactement ce qui se passe. Ils ne veulent pas se mêler.
Ellie, restez avec nous. On va prendre à présent la direction de New York où il se passe un vrai scandale autour d'un opéra. Regardez. En 1985, des terroristes palestiniens ont pris en otage un bateau de croisière et au cours de cette crise, ils ont abattu Léon Klinghoffer, un juif américain de 69 ans en chaise roulante, et ils ont jeté son corps et ses chaises par-dessus bord. Aujourd'hui, près de 30 ans après les faits, le très célèbre Metropolitan Opera de New York a décidé de jouer une pièce qui met en scène cette prise d'otage d'une manière très particulière et qui met beaucoup de monde en colère outre-Atlantique. Pour comprendre cette polémique, j'ai le plaisir d'accueillir en duplex de New York une femme qui fait partie des donateurs du Metropolitan Opera et qui a manifesté son opposition. Bonjour Nina Weiner, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je suis ravie aussi. Alors, je voudrais que l'on comprenne exactement ce que vous et les milliers de personnes qui ont manifesté reprochent à cet opéra. Oui, nous avons trouvé plusieurs juifs de New York. On a trouvé que faire un opéra qui attaque particulièrement Israël et les Juifs et qui essaie d'expliquer les motifs derrière un groupe, une bande de terroristes. Et cette équivalence morale entre les terroristes et leurs victimes, nous avons trouvé ça de nos jours, quand le terrorisme est en train de grandir dans le monde entier, que c'est vraiment un sujet inacceptable. Et qu'est-ce que vous envisagez de faire si les représentations sont maintenues? En ce moment, il y a peu à faire que de continuer à expliquer au public quels sont les défauts inacceptables de cet opéra. Et je suis assez convaincue, personnellement, que si on élargit le sujet, qu'il n'aurait jamais osé en ce moment montrer des groupes djihadistes faire un opéra, quand justement l'Amérique maintenant est bouleversée par le fait qu'ils ont égorgé 2 Américains, un opéra pareil est inacceptable. On a entendu, Nina Weiner, des donateurs juifs de l'opéra qui menacent de stopper leurs dons au Metropolitan. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'envisagez? Oh, beaucoup de gens, including me, à un moment inclus. Je ne dis pas que je donne des sommes énormes, mais nous voyons l'opéra depuis 40 ans. Chaque année, mon mari et moi, nous donnons une certaine somme. Il y a des gens qui donnent des sommes énormes, des juifs, et nous allons cesser de donner ni même $1 de plus, à part le billet, de donner des contributions à l'opéra. Jamais plus, jamais plus. Vous savez, en France, il y a un homme qui s'appelle Dieudonné et dont le spectacle a été jugé antisémite par la justice. Il a été interdit. Le problème, c'est qu'aux yeux de certains, il est apparu comme une victime et ses opposants comme des ennemis de la liberté d'expression. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça, d'apparaître comme une adversaire de la liberté d'expression? Non, je n'ai pas peur. Je trouve qu'au contraire, nous essayons de ne pas arriver... Je peur malheureusement que la situation en Europe est déjà pire que celle à New York ou d'Amérique, dans le sens qu'on est plus ou bien effrayé, ou on essaye d'amadouer, ou on essaye de comprendre la mentalité des antisémites et des terroristes. Je crois qu'ici en Amérique, on est encore loin de ça. Et c'est le moment de faire du bruit et d'expliquer aux gens que ce n'est pas acceptable. Merci beaucoup, Nina Weiner, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ellie, ils ont raison, tous ces donateurs juifs, de s'opposer à une pièce de théâtre. Vous n'avez pas peur, vous, que ça crée l'effet inverse, le lobby juif, encore une fois, dans la conscience collective qui contrôlerait le monde des arts et des spectacles? Vous savez, si on avait laissé faire, et quoi que l'on pense de l'opéra, au bout de 2 jours, 3 jours, vous savez, c'est déjà peu de gens qui vont à l'opéra. Un opéra contemporain, c'est pas la Traviata. Donc tout ça, donc ce qui s'est passé ici, c'est que ça a servi de caisse de résonance énorme, et c'est maintenant que c'est devenu un véritable problème. Mais le deuxième niveau est plus intéressant. Je n'ai pas vu l'opéra, mais j'ai lu le livret. Ce n'est pas la première fois que cet opéra est montré, ça a été déjà dans les années 90. En 91 à Bruxelles, à la Monnaie, ça a été la première fois. Écoutez, ce n'est pas une pièce antisémite, c'est certain. Il est vrai que l'opéra essaie de comprendre les mobiles des terroristes.
Alors, un peu comme dans le film Munich de Steven Spielberg. Oui, mais Munich était un mauvais film en soi. C'était un mauvais film, tout simplement. Tandis que celui-là, tandis que l'opéra est beaucoup plus subtil. Seulement, justement, il est subtil. La plupart des gens, ou tous, personne ne l'a vu. Madame Weiner n'a pas vu l'opéra, évidemment. Et donc, tout ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'emballement médiatique. Personne ne va analyser une œuvre qui est complexe, qui est compliquée, qui n'est peut-être pas nécessaire. Je veux dire, finalement, ce qu'il faut retenir de cette affaire-là, c'est qu'un pauvre homme handicapé a été jeté par-dessus bord. C'est ça l'horreur. Et ça, l'opéra le montre. Mais c'est vrai qu'il y a tout autour, il y a une explication historique qui est un peu laborieuse et compliquée. Merci beaucoup, Elie Barnavi, de ces explications. Et c'était Le Monde cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.